Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et bien, chers auditeurs, il y a chacun de nous une force qui déborde, une émotion qui monte, un mot qu'on regrette à peine prononcé. La maîtrise de soi, ce n'est pas s'étouffer le feu, c'est apprendre à le contenir, à lui donner une forme utile, à ne pas se laisser consumer. Dans le monde du travail, il y a quelquefois une façon d'être. Se contenir, c'est préserver ses intérêts, sa crédibilité, son jugement. Dans la vie intime, c'est une sagesse, celle qui permet de ne pas répondre à la blessure par la blessure, de ne pas accepter l'inacceptable, mais de savoir le nommer sans pour autant déborder de soi-même. Nous en parlons ce matin de la maîtrise de soi. Et si vous avez des avis à faire entendre, n'hésitez pas, nous resterons joignables jusqu'à midi. Vous pouvez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invité, Madame qui est déjà une compétence plus et qui est business coach. Nous parlons de la maîtrise de soi. Bon, il s'agit d'une qualité qu'il s'agit de cultiver en soi-même. Bon, même si certains effectivement peuvent être dans l'énergie tout autre, il faut parfois, à des moments de sa vie, mettre les limites, déborder de soi-même, réagir parfois vertement, voire fortement. Mais pour autant, la maîtrise de soi est toujours associée à une force, entre guillemets, ne pas se laisser déborder. C'est un sujet que, je l'ai dit en souriant tout à l'heure, c'est un sujet sur lequel on s'interroge souvent. Est-ce que je fais preuve de maîtrise de soi ? Est-ce que je suis trop ou pas assez ? Est-ce que je surréagis dans certains événements ou pas ? Et je t'avouerai que c'est l'un des sujets qui challenge le plus les êtres humains aujourd'hui, parce qu'on est dans une époque, très honnêtement, on est dans une époque qui nous surstimule. On est surstimulé, on est sursollicité. Ce n'est plus des sollicitations qui nous arrivent, des fois tous nos sens, à différentes occasions, chez les jeunes et les moins jeunes, et on est si tu veux, stimulé en permanence par des pressions de performance ou par un stress extérieur. C'est des stimuli, tu vois, c'est comme si le voyant s'allume. De voir des personnes qui marchent dans la rue, de plus en plus mettent les écouteurs. C'est ça. Et donc, la musique... nous drive, elle met un baume. En tout cas, les sens sont tout le temps stimulés. Les sens sont stimulés, ce qui arrive par nos yeux, par nos oreilles, et qui trouve ou pas un écho à l'intérieur de nous. C'est très intéressant parce que j'écoutais encore hier, et c'est totalement par hasard, la personne racontait une histoire et elle disait ce dont on est rempli peut se renverser ou se déverser sur les autres en fonction des stimuli externes. En gros, si notre tasse intérieure, c'est une image, si notre tasse intérieure ou notre coupe intérieure est remplie par l'amour, la joie, la générosité, quand on sera stimulé, ce qui va déborder, ça sera la joie, l'amour et la générosité. Mais si par contre... Ce ne serait pas la métaphore d'un moine qui aurait renversé une tasse et il aurait demandé à son auditoire... pourquoi est-ce que cette tasse a été renversée alors qu'il venait d'être bousculé ? C'est ça, c'est exactement cette histoire-là et je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si je saurais la raconter fidèlement telle que l'origine. Et c'est vrai que c'était un moine qui recevait des gens et qui, la personne était bousculée et il disait mon café s'est renversé. Et il était assez irrité que son café se renverse en fait, parce qu'il a été bousculé. Et c'est vraiment, ça parle de maîtrise de soi, c'est vraiment les métaphores de la vie. Il y a des événements qui nous bousculent, il y a des gens qui nous bousculent, il y a des gens qui viennent nous chercher au plus profond de nous, qui peuvent stimuler justement... parfois une personne, parce que si on a envie de réagir fortement, c'est souvent, parfois sous l'impulsion de la colère, de l'énervement, voire parfois de la franche hostilité. Alors je crois que la métaphore était la suivante, c'était un moine qui avait dans sa tasse du café, il venait d'être bousculé, et le café s'est renversé, il a demandé à l'auditoire pourquoi est-ce que le café s'est renversé. On lui a dit parce que tu as été à l'instant même bousculé. Il leur a dit absolument pas. Et en effet, l'explication qu'il donnait, c'est que
si le café s'est renversé, c'est qu'il y avait du café dans ta tasse. Et si votre tasse était remplie d'autre chose, de thé ou d'eau, effectivement, ce serait cette autre chose qui se serait renversée. Donc quand on est bousculé, ça dépend de quoi on est rempli à l'intérieur de nous. Oui. Quelles sont les émotions qui nous remplissent, quels sont les événements qui nous remplissent, quelle est l'image de nous qui nous remplit, parce qu'en fait on ne réagit que face à ce qui est déjà là, face à ce qui nous remplit déjà, face à ce qui est existant chez nous. Donc quand on se déverse sur les autres, si par exemple on n'est pas dans la maîtrise de soi, et ça peut arriver, parce que c'est un sujet tellement grand, la maîtrise de soi, tellement grand où il faut être extrêmement modeste et prudent dans ce sujet-là, dans le sens où tous les outils, on s'y intéresse depuis la nuit des temps, la maîtrise de soi. On dit que les sages font preuve de maîtrise de soi, on dit que les gens calmes font preuve de maîtrise de soi, on dit que les gens patients font preuve de maîtrise de soi, mais il semble y avoir quelque chose de l'ordre de... j'allais dire presque le parfait, l'inaccessible, quelque chose de loin, mais auquel on est en droit d'aspirer. Parce que ça fait référence à quelque chose qu'on arrive, je dirais pas à contrôler, parce que espérer contrôler ses émotions, ça m'a l'air d'être plutôt de l'ordre du mythe ou de l'idéal, mais plutôt de gérer, d'autoréguler autant que possible. Mais avec de la prudence et avec un regard aussi, j'allais dire... plein de compassion envers soi-même, parce qu'il y aura des moments où on va se maîtriser, il y aura des moments où on ne va pas se maîtriser, et il ne s'agit pas de se punir ou de s'autoflageller quand on ne se maîtrise pas ou de culpabiliser, mais se dire finalement, avec un regard d'amour envers soi-même, qu'est-ce qui fait justement que là, j'ai réagi. Souvent, ce qui va nous pousser à réagir dans l'existence, et c'est peut-être dans le monde du travail, lorsque, imaginons une personne fait face à des critiques, elle se dit je dois y répondre, elle peut y répondre par mail, elle peut y répondre oralement, mais elle se sent entre guillemets agressée. Et c'est souvent l'impulsion initiale qui nous pousse quelque part dans un excès, c'est lorsque on sent que quelque part en soi on est touché, on est heurté par le comportement, par l'attitude ou par ce qui nous semble inacceptable venant d'autrui. Tu sais, j'ai lu une étude hier sur les Échos, qui est parue sur les Échos, je le cite au hasard, que la Gen Z supporte de moins en moins la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand on cherche à réduire la dissonance cognitive, on cherche à réduire une forme de stress intérieur entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce qu'on prétend et ce qu'on est. La dissonance cognitive, c'est comme si c'est un mécanisme de survie. C'est un mécanisme de survie pour le psychisme humain. Réduire la dissonance cognitive, c'est réellement... Pour ne plus sentir ce tiraillement à l'intérieur de soi. On pourra l'expliquer parce que c'est un concept qui est assez grand. Comment l'expliquer, on va dire de manière simple? Je vais trouver des exemples tout à l'heure. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que quand on souffre d'une dissonance cognitive, on est comme dans un état de tension. On est comme hyper stressé. C'est parce que on peut avoir deux choses contradictoires à l'intérieur de soi, deux comportements contradictoires ou deux croyances contradictoires ou deux attitudes contradictoires. Et en fait, pour réduire ce malaise intérieur, parce que ressentir de la dissonance cognitive, ce n'est pas confortable. Et quand on cherche à réduire la dissonance cognitive, on peut soit modifier ses actions, soit modifier son schéma de pensée, mais pour minimiser l'importance de la contradiction. Et en fait, cet article, il pointait du doigt que ces générations-là qui ont eu les réseaux sociaux très jeunes, qui sont dans le digital très jeunes, qui ont eu des smartphones très jeunes, en fait, ils supporteraient moins que nous les contradictions. Ils sont très sensibles à la notion de contradiction. Ils sont très sensibles à la notion, et du coup, ils cherchent à comprendre, ils cherchent à aller au-delà des contradictions, mais pour être dans une forme de bien-être intérieur. Pourquoi j'en parle? Parce que plus vous allez être dans des formes de comment te dire, à trop rationaliser vos actions, pour maintenir cette forme de cohérence personnelle, et plus vous allez faire des efforts et dépenser une énergie. Et en fait, j'invite véritablement, à travers cette réflexion, aux gens de se dire qu'est-ce
quelles sont les dépenses énergétiques que j'ai chaque jour pour rationaliser ou rendre cohérent entre mes pensées et ce que je fais au travail, entre mon système de croyance par exemple personnel et le système de croyance de l'entreprise auquel j'appartiens, qui des fois n'est pas le même, entre mes valeurs personnelles de rigueur, peut-être d'excellence, de hada, et quelqu'un qui me dit allez, tu gères ce dossier à la va-vite, le plus important c'est qu'on le présente et c'est pas grave s'il y a des erreurs. Or moi, je mise tout sur le détail, sur l'excellence, sur l'amélioration continue, etc. Il y a quelqu'un derrière qui me dit c'est pas grave, allez hop, on le fait en 2 heures, comme ça sera plié, on le présente et on n'en parle plus. Or c'est là où la dissonance cognitive intervient entre ce que me demande l'environnement extérieur et mon système de valeurs personnelles ou mon cadre personnel ou ma boussole intérieure, et fait que qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je vais me maîtriser la première fois, peut-être que je vais me maîtriser la deuxième fois, peut-être que je vais me maîtriser la troisième fois, mais au prix de quoi? Au prix d'une dépense énergétique pour rationaliser, pour me conformer à ce qu'on me demande. Mais c'est pas dans ces situations-là que la maîtrise de soi est intéressante. Parce que là, c'est une maîtrise de soi forcée, obligée. C'est ce qu'on appelle des stratégies de survie. C'est une stratégie de survie pour survivre à des demandes qu'on perçoit comme contradictoires par rapport à notre système de valeurs. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que j'invite à cette notion de maîtrise de soi. Attention, si vous considérez que vous vous maîtrisez, mais vous appuyez sur vous-même alors que vous n'êtes pas du tout convaincu, mais du tout. C'est antinomique avec ce que vous êtes et ce que vous pensez. Il y a un jour où vous allez exploser. Il y a un jour où vous allez plus supporter là parce qu'on ne supporte pas les contradictions à long terme. Quand on sent que ça va exploser, ça nous demande de se détendre musicalement. Exactement. On va se retrouver dans quelques instants. Et nous restons bien sûr ouverts à l'échange, aux témoignages, aux avis qui peuvent être les vôtres. Il vous suffit de nous contacter au standard jusqu'à minuit 052 95 36 70 ou 80. L'amour du travail, c'est une vertu parce que il est davantage possible de compter sur des personnes qui ont la maîtrise d'elles-mêmes dans le travail. Elles inspirent davantage les personnes avec lesquelles elles travaillent. Bon, après, effectivement, il y a une façon, entre guillemets, négative d'interpréter cette notion-là. Je sentais que tu cherchais des exemples pour illustrer ce point, parce que quand on a l'impression de subir et qu'on se sent contraint, on se maîtrise, mais souvent à son détriment. C'est ce que j'ai essayé de dire. Peut-être que j'y suis pas véritablement arrivée jusqu'au bout en première partie, mais moi j'allais te dire, il y a la vraie maîtrise de soi et la fausse maîtrise de soi. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. En gros, il y a la vraie maîtrise de soi qui émane d'une espèce de force intérieure et d'ancrage intérieur et d'une conviction et d'un calme qui ne subit pas, et qui n'encaisse pas, qui n'est pas en train d'absorber le choc extérieur et ça continue de ruminer à l'intérieur de soi et ça continue à monter et à descendre à l'intérieur de soi en donnant le change et en donnant l'impression qu'il ne s'est rien passé. Ça c'est trop intériorisé, les chocs extérieurs, ou les tensions, ou les insultes, c'est ça ce que j'appelle subir et c'est ça ce que j'appelle la fausse maîtrise de soi. La vraie maîtrise de soi, c'est réellement de ne pas être absolument pas être affecté par quelque chose qui s'est produit dans une réunion, dans une conversation. C'est comme si la balle a rebondi. Elle a rebondi, mais sans... Il y a des personnes qui ont le cuir tanné. Oui, mais sans que ça laisse aucune trace à l'intérieur de soi. C'est ce que disait Steve Gilligan dans le séminaire Le Voyage du Héros. C'est cette capacité de ces personnes-là à revenir. J'ai été provoquée par quelqu'un maintenant. Quelqu'un m'a fait quelque chose. Voilà, j'ai senti la pointe de l'épée arriver ou la pointe de la flèche arriver sur moi. D'abord, la flèche n'est pas rentrée à l'intérieur de moi, elle n'a pas percé quelque chose ou touché quelque chose, elle m'a entre guillemets, elle m'a à peine touché ou effleuré et elle est redescendue. Donc je me suis blessée et j'ai caché le fait d'être blessée. Ça c'est la fausse maîtrise de soi. Mais la vraie c'est en gros, ça ne m'a pas
heurté intérieurement, ça n'a pas affecté quelque chose à l'intérieur de moi, ça n'a pas blessé quelque chose ou ça n'a pas ouvert une ancienne blessure. Et c'est ça la vraie maîtrise de soi. Et Steve Gilligan disait la capacité des gens à rester dans un état coach, c'est-à-dire à rester dans un état centré, ouvert, accueillant, centré. Le premier mot c'est centré, le deuxième mot c'est ouvert, accueillant, hospitalier. C'est même si ils vont être stimulés négativement par l'extérieur, par des événements ou des personnes, ils ont cette capacité peut-être à dérailler un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on est l'autoroute et on sort 5 minutes dans l'air de repos pour se détendre, marcher, parce que c'est conseillé d'ailleurs de marcher toutes les heures, etc. En tout cas, de marcher même 1 minute ou 5 minutes. Ou on remonte tout de suite dans la voiture et on continue notre chemin et notre destination. Oui. C'est-à-dire, mais là où la maîtrise de soi n'est pas bonne ou n'est pas forte, si on reste 1 heure dans l'air de repos, si on reste 1h30 dans l'air de repos, si on reste 2 heures dans l'air de repos, et on a du mal à remonter dans la voiture pour reprendre le chemin de l'autoroute. Pourquoi cette métaphore ? C'est justement quand on perd nos nerfs. Mais dans le monde du travail, ça se passe comme ça. Dans le monde du travail, on est censé davantage, entre guillemets, mettre à distance. Souvent, le terrain le plus difficile, c'est le terrain familial, parce que il y a, disons, les sentiments, les complexions sentimentales qui sont beaucoup plus enchevêtrées, beaucoup plus intimes et beaucoup plus puissantes. Dans le monde du travail, c'est une relation d'intérêt. Donc, la raison pour laquelle je pourrais moi-même me sentir impliqué par la réaction d'autrui, je la trouve beaucoup moins justifiable dans le monde du travail que dans la vie intime. Oui, ça dépend qui. Vous savez, les gens qui vous atteignent le plus, je te dirais que ce sont les personnes que vous piédestalisez, que vous avez mis sur un piédestal, qui sont très importants à vos yeux. Et effectivement, il y a des gens qui sont arrivés, et je leur tiens ma référence, il y a des gens qui sont arrivés à ne pas instruire ou mettre de l'émotionnel dans les relations humaines qu'ils ont avec les autres. Perso, moi, je n'y suis pas arrivée. Je le dis, je suis quelqu'un d'assez émotionnel aussi dans ma relation avec les autres. J'ai besoin de ressentir, j'ai besoin de savoir si ces personnes-là sont empathiques, j'ai besoin de savoir si ces personnes-là partagent les mêmes valeurs que moi. Et peut-être qu'il y a des gens qui limitent, peut-être justement pour réduire la dissonance cognitive, parce que quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe ? On cherche toujours une sorte de cohérence entre les actions que j'effectue et mes propres valeurs. Genre en gros, on cherche toujours la consonance cognitive, justement. Vouloir faire privilégier ces valeurs sur la façon dont fonctionne une pas privilégier ces valeurs, que ce soit en cohérence. En cohérence, mais c'est vouloir les soumettre. Soumettre un ordre qui est plus grand que soi, ses propres règles. Il y a différentes façons de voir les choses dans une entreprise. Quand on est simplement en équipe, on peut observer que certains préfèrent travailler d'une certaine façon, d'autres préfèrent travailler d'une autre façon. Et puis, les règles, entre guillemets, elles sont inspirées par ceux qui les décident. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. Mais tu sais, le problème des burn-out ou des dépressions qui arrivent dans le milieu du travail, c'est très souvent des contradictions qu'on ressent, qu'on a intériorisées, et des conflits extérieurs peut-être qui se sont transposés en conflits intérieurs et qu'on a gardé pour soi et qu'on a encaissé. Qu'on a encaissé. Et je dis attention, ça c'est pas de la maîtrise de soi, parce que les gens confondent. La maîtrise de soi est un pan essentiel de l'intelligence émotionnelle. Mais c'est un bloc des 5 blocs de l'intelligence émotionnelle. Mais le premier bloc, c'est la conscience de ses émotions. Je ne peux pas réguler quelque chose dont je ne suis pas consciente. Je ne peux pas réguler quelque chose que je n'ai pas accepté. Je ne peux pas réguler quelque chose que je n'ai pas digéré. Oui, mais est-ce qu'on a toujours raison d'être entraîné par des émotions qui nous poussent dans telle ou telle direction? C'est notre boussole. Mais pour autant, est-ce qu'il est une justification, non pas raisonnable, mais justifiable, entre guillemets? Est-ce qu'il y a quelque chose de
sur lesquels on peut se fonder à dire que j'ai absolument raison de ressentir ce que je ressens. Mais s'il n'y a pas de distance par rapport aux émotions qui peuvent déborder de soi, ou qui peuvent visiter, parce qu'on est visité par ces émotions. Mais justement, la vraie intelligence émotionnelle consiste à ne pas refouler ces émotions. Ne pas les refouler, non, les comprendre et les canaliser. Il faut comprendre si une émotion est là, c'est qu'il y a une raison pour laquelle elle est là. Il y a toujours une raison. Donc il faut pas se dire, oui, elle a son histoire, elle a son vécu. Donc il faut la comprendre. C'est pour ça qu'on parle de conscience de soi et de conscience de ses émotions. La deuxième étape, après l'avoir comprise, la canaliser, comprendre pourquoi elle est là, comprendre qu'est-ce qui l'a déclenché, comprendre les facteurs déclenchants. Est-ce que c'est récurrent ou c'est pas récurrent? Est-ce que c'est récurrent ou c'est ponctuel? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle est apparue là avec cette intensité? Est-ce qu'elle est toujours de la même intensité ou pas? Parce que les émotions sont rarement de la même intensité. Est-ce que ça me semble excessif ou pas? Comprendre et ensuite canaliser. Mais si je ne comprends pas, je ne peux pas réagir avec calme et discernement. Je peux pas La maîtrise de soi, au final, n'est qu'une conséquence que si je me comprends et je me respecte. Si je dessine un cadre pour moi, si je dessine aussi un cadre ou un espace dans lequel mes émotions peuvent s'exprimer en toute liberté. Bien sûr, les chevaux, on ne peut pas lâcher les chevaux sur tout le monde. En toutes circonstances. Imagine que... C'est peine de sonner, parce que dans le monde du travail, ceux qui font preuve ou qui débordent d'eux-mêmes, à moins que leur fonction le nécessite ou que ce soit leur mode de fonctionnement et qu'ils soient compris pour ce qu'ils sont, c'est quelquefois perçu comme étant une grande preuve de faiblesse. Chauffe. Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas toujours perçu comme une preuve de faiblesse. Bien sûr, si vous réagissez tous les jours, dans tous les événements, sous le coup de la colère ou du stress, évidemment, on va pas te respecter. Mais si la situation a nécessité que tu réagisses sous le coup de la colère, les gens vont se dire, écoute, ce monsieur-là ou cette dame-là est calme. D'ordinaire, elle est très calme. Souriante. D'ordinaire, elle est souriante. D'ordinaire. Et puis un jour, il a vu rouge. Ça doit être pour quelques raisons justifiables. Et c'est souvent la raison qui touche les valeurs de la personne. Mais qu'on se cache pas derrière quelque chose. Certes, on porte des masques sociaux. Pourquoi? Parce que dans l'univers du travail, on nous a longtemps enseigné qu'il fallait pas montrer ses émotions, sous peine d'être perçu comme faible et vulnérable. Je partage pas cette perception-là, parce que ça a impliqué aux gens, ou là ça a fait comprendre indirectement à d'autres personnes à tort qu'il fallait qu'ils soient faux, qu'ils prétendent ce qu'ils ne sont pas, qu'ils jouent des rôles, qu'ils composent dans des situations où ils ne devaient pas composer, et ça a induit que les autres ont dépassé encore leurs limites, qu'on teste encore plus leurs limites, etc. Or, quand tu réagis la première fois, tu peux donner le bénéfice du doute. Allez, la deuxième fois, maximum. Quand tu réagis la deuxième fois à un dépassement de limite ou à un non-conformité à un cadre de travail qui soit respectueux, qui soit teinté de professionnalisme, qui soit teinté de bonne foi, qui soit teinté de confiance. Mais tu sens... à sa place. Mais on peut remettre les gens à sa place. Mettre les limites dans des situations qui se présentent sans pour autant ne pas être dans la maîtrise de soi. Et là, pourquoi? Et bien justement, quand est-ce qu'on n'explose pas? C'est quand on a pris le temps de le faire en mode anticipatif. C'est quand on a installé le cadre, où là, très très tôt, tu sais, toutes les relations humaines sont un jeu. Pour moi, c'est un jeu. C'est un terrain de jeu. Après, les gens vont se dire, mais non, toutes les relations humaines, qu'est-ce que tu dis, madame? Toutes les relations humaines ne sont pas des jeux. Mais on parle de jeu social. On parle de jeu social. Et dans ce jeu social-là, n'oublions pas que les uns et les autres ont des intérêts, des fois contradictoires. Qu'on soit clair, net et précis. Peut-être qu'il y en a des gens qui veulent gagner tout seuls. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent que personne d'autre ne gagne à leur place. Moi, j'aime bien les gens qui veulent gagner et faire gagner. Oui, mais c'est une maladie. Oui, mais quand tu le sens. Quand on a besoin... c'est la maîtrise de soi.
La maîtrise de soi. Tu sens que l'autre veut te gruger. Ou là, que tu sens que l'autre te prépare une peau de banane. Ou là, tu sens que l'autre essaie de te piéger. Tu fais quoi? Tu es là zen, tu fais ta méditation, tu récites un verset du Coran. Tu fais quoi? Certes, il faut pas... Attention, quand on sort les arbres... La phrase de celui qui dit « il suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres soient heureux ». Là, elle dit que ça. Moi, je l'adorais dès que ça. Elle me réchauffe si bien, moi, je fais une sérieux. Donc, moi, je veux bien être calme et souriante en toutes circonstances. Je pense que les gens qui se mettent en colère, ils se disent « mais on cherche pas à se mettre en colère ». Mais des fois, l'événement, la nécessité, le recadrage nécessite qu'on sorte de notre maîtrise de soi. Mais pour mieux y revenir après. Tu vois, c'est comme la dissuasion nucléaire. Non, je sais que ce matin peut-être on part dans tous les sens. Mais regarde. Est-ce qu'on ne se maîtrise pas face au... Non, attends, je vais te donner un exemple qui sort peut-être des sentiers de la psychologie. Ou pas. La nucléaire est dissuasive. Est-ce que les puissances de ce monde ne se maîtrisent pas face à des gens qui ont l'arme nucléaire? Ils se maîtrisent. On ne peut pas les attaquer. C'est clair. Mais c'est ça ce que je te traduis. C'est que forcément, tu te maîtrises face à des gens qui sont aussi forts que toi, face à un enjeu important, face à une situation qui nécessite du calme et du discernement. Et là, tu te dis, mais je vais tout y perdre si jamais je ne me maîtrise pas. Je risque de tout y perdre. Donc, la rationalité doit accompagner l'émotion, mais ne doit pas nier l'émotion. C'est-à-dire que quand tu sens que l'émotion va te faire faire des choses inexactes, va te faire des erreurs, et tu vas payer la facture très chère en bout de compte, tu te dis, vaut mieux différer l'émotion. D'accord. Je vais prendre des exemples tout simples. Quand on va observer un certain type de comportement, donc on va juger inacceptable. On peut ressentir de la haine vis-à-vis de la personne, de la colère vis-à-vis de cette personne, du mépris vis-à-vis de cette personne. Et ce sont des sentiments qui peuvent me visiter. Est-ce que j'ai envie qu'ils me visitent, ces sentiments? Ou est-ce que j'ai envie de donner de l'importance à des personnes qui font naître ce type de sentiments? Oui, c'est sûr, parce que pour revenir à ce que tu dis... J'ai pas envie d'être visité par ce type de... La sagesse. De regarder ailleurs ou de rester sur le sillon. Dans un monde idéal. Mais après, dans la vie de tous les jours, nul n'est parfait. Toutes les études en psychologie te disent que quand ces émotions te visitent trop souvent, ou quand ces émotions-là de colère, de mépris, de dégoût et de peur, quand ils te visitent trop souvent et qu'ils restent très longtemps chez toi, c'est nuisible d'abord pour ta propre santé psychique et mentale. Ce sont des émotions inflammatoires qui créent de l'inflammation dans le corps, littéralement. Ça a été étudié. En revanche, ça rend méchant en revanche, et ça rend bête, et ça nous fait faire des actions bêtes. En revanche, une colère saine, maîtrisée, froide, exprimée au moment opportun, peut régler des situations à venir. Mais le calcul doit se faire. Toujours, 10h49, c'est mieux de profiter de la respiration musicale, et si vous voulez prendre la parole, chers auditeurs, nous serons à l'écoute au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission Experts Matin. Nous sommes avec Malie Mohamed, parlons de la maîtrise de soi. Nous restons aussi à l'écoute des avis qui peuvent être les vôtres, et vous pouvez pour cela nous contacter 05 22 95 36 70 ou 80. Mais Malie Mohamed, tu souhaitais réagir à la programmation musicale? Non, mais j'adore France Gall. Tu sais, je suis une fan absolue de France Gall et jouer du piano debout. Ouais, c'est la phrase qui... les gens qui sont pas comme nous, ça nous dérange. Et c'est cette phrase-là qui m'interpelle. Ça peut nous faire sortir de nos gants. Justement, c'est cette phrase-là qui m'interpelle par rapport au sujet qui nous anime ce matin, qui est la maîtrise de soi. Parce que, tu sais, la maîtrise de soi, c'est comme le Graal à atteindre. C'est comme avec le podium sur lequel on va être, les gens vont nous applaudir, on va mieux que... Non, il y a clairement des études, tu vois, qui disent que les gens qui se maîtrisent vont prendre des meilleures décisions, plus sages, plus avisés, plus réfléchis. Mais parfois, certains, effectivement, sont mes doigts, ils sont faux, ils sont froids, ils sont calculateurs, ils sont... Oui, ça dépend. Moi, je dis chapeau.
en tout cas, à des gens qui arrivent à se maîtriser, tu sais, en toutes circonstances, dans tous les enjeux, qui sont équanimes. Moi, je suis fascinée. J'aimerais juste rentrer avec une loupe à l'intérieur et voir. Et en fait, on verra des choses intéressantes. On verra qu'ils ont déployé consciemment des stratégies de succès, des stratégies avisées. Mais voilà, c'est ça dans la vie. Est-ce que c'est des stratégies choisies ou des stratégies subies? Moi, j'ai horreur du subi pour l'être humain parce que j'anticipe, et comme les auditeurs qui nous connaissent, en faisant preuve de bon sens, on sait que les stratégies subies, on paye un prix tôt ou tard. La facture est en général salée. Les stratégies choisies, au moins, sont conscientes. C'est-à-dire que je sais que dans telle situation, je ferme ma bouche, même si je pense pas exactement pareil que mon boss. Je fais semblant que j'ai rien compris, même si j'ai très bien compris les messages et les sous-entendus. Je fais un semblant que j'ai pas compris l'ironie ou la moquerie, parce que tu sais, les situations professionnelles, malheureusement, c'est de la passivité-agressivité. Il y a des gens passifs-agressifs, c'est-à-dire ils ne déclarent pas leur hostilité de façon apparente, parce que ce n'est pas bon, mais c'est encore plus malsain quand ils le font de manière détournée. C'est malsain, parce que si tu réagis, ils vont dire « Ah ben non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Voyons, Rim, tu t'emportes rapidement, qu'est-ce qui se passe? Je ne voulais pas dire ça, après dire mais non, mais c'était clair comme de l'eau de roche que tu voulais dire ça. Mais en fait non, la personne elle peut être dans le déni, et un déni calculateur, c'est-à-dire وصلت للهدف ديالها عرفتي بحال هذاك اللي تيقدم عباد الله وتيرجع له ويقول لك mais c'est toi, mais voyons, mais sois grand, grandis un peu, fais quelque chose. Et donc faire attention à ça, dans le sens où bien sûr qu'on est là aussi pour protéger son image et ses intérêts, mais n'encaissez pas trop longtemps. N'encaissez pas trop longtemps et n'encaissez pas souvent, parce que c'est un mauvais jeu. C'est un jeu dans lequel on est perdant en quelque sorte. Et bien sûr, défoulez-vous par ailleurs, parce que même si on ne dit pas le cas de vérité, dans le jeu, effectivement, on y laisse quelque chose. On y laisse quelque chose, toujours. Parce que au sortir quand la personne va rentrer chez elle, elle va traîner, ou va prendre sur elle de l'amertume. Alors, elle va prendre sur elle une forme de dégoût, parfois des relations humaines. Tu sais, quand on dit que la maîtrise de soi, effectivement, elle favorise le respect mutuel. Je suis d'accord. مثلا, Anna, en tant que chef d'équipe, en tant que superviseur, on l'a dit à plusieurs reprises, en tant que manager, faire preuve de maîtrise de soi avec ses équipes, c'est pas parce que je viens d'essuyer une réunion difficile avec quelqu'un que je vais aller me déverser sur eux. Ça, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que ma maturité, normalement, si j'ai un poste à responsabilité, ma maturité veut que je garde pour moi des choses et que je garde pour moi un niveau de stress et d'intensité, et je ne fais pas subir aux autres des éléments. Je filtre l'information qui pourrait éventuellement les déstabiliser si l'entreprise passe par un moment difficile ou par des secousses. Je filtre des choses à l'âge. J'ai envie de les protéger. Et c'est ma responsabilité de les protéger. Donc là, c'est une maîtrise de soi saine. Pourquoi? Parce que j'ai identifié une stratégie de succès pour moi et mon équipe. Focaliser dans leurs priorités et leurs objectifs, c'est pas la peine que je les parasite avec des informations qui risquent d'être contre-productives. Sur lesquelles n'ont aucune prise. Exactement. Qui ne vont pas leur être nécessaires, au contraire. Là où je ne dois pas me maîtriser, c'est quand quelqu'un est en train de jouer avec moi à un mauvais jeu. C'est là où quelque part je ne dois pas me maîtriser. Quand quelqu'un est en train de me manquer de respect devant les gens, devant un témoin, là je ne dois pas me maîtriser. Dans le sens, et si je réponds avec calme, détermination et force, Dial, on arrête la discussion maintenant, on passe à autre chose, je quitte la salle puisque la discussion a changé elle a changé de focus. Là c'est avec calme, avec discernement, avec analyse, sans faire preuve d'agressivité, dire on arrête là. On reprendra lorsque les esprits se seront calmés. C'est de la maîtrise de soi. C'est genre, je n'accepte pas ça. Mais si je le garde pour moi, attention, il risque de complètement... Comme les marathons. On va reprendre notre émission après le flash d'information 11h qui nous est présenté par Mola Daba.
Et nous restons bien entendu disposés à échanger, c'est toujours au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous prenons la suite de notre émission des experts. Nous sommes ce matin avec Mme Hello qui est DG de compétences plus et qui est business coach. Alors nous parlons de la maîtrise de soi-même. Bon, il y a une certaine exception qui permet entre guillemets de se préserver dans le monde du travail, et Dieu sait si certaines personnes dans le monde du travail évoluent avec une certaine distance, ne travaillent pas dans l'intimité, elles gardent une forme de distance qui est protectrice. Mais à cette distance, on l'associe à une forme de maîtrise de soi-même. Elles ne vont pas se déverser, ne vont pas se raconter, ne vont pas nécessairement tout de suite, immédiatement établir des liens, parce que on ne sait pas véritablement toujours, quand on est dans une forme de cécité, les intentions des interlocuteurs avec lesquels on peut évoluer et faire un bout de chemin au travail, Mme Hello. Ouais, tu dis quelque chose qui me parle. Il faut bien choisir qui nous entoure. De qui on s'entoure et qui nous entoure. On ne choisit pas toujours ses collègues. Et il faut... Alors... peut-être, mais au fur et à mesure, il faut choisir ses cercles de confiance. On a besoin de cercles de confiance et on a besoin de créer des alliances au travail. Je pense que c'est nécessaire. Tu vas me dire, on ne choisit pas toujours nos boss, on ne choisit pas toujours nos équipes, peut-être pas. Hein, on est en mesure de recruter ces équipes. On ne va pas choisir nos pairs, certainement, parce qu'on ne choisit pas toujours les autres managers qui sont à la tête d'autres départements ou les autres cadres, etc. Il y a des fois où on compose avec les gens, je suis d'accord. Mais les cercles proches, les cercles proches, il faut bien les choisir. Parce que les cercles proches, tu sais, autant les autres avec qui tu as une réunion une fois par semaine, éventuellement une fois par jour, ça va durer 1 heure, ça va durer 30 minutes, c'est pas grave. C'est pas grave s'ils sont un peu toxiques, s'ils sont différents, etc. Il n'y a pas d'ak l'ihtikak, il n'y a pas d'ak la fréquence, il n'y a pas d'ak l'intimité. Mais moi, je parle vraiment du cercle proche. Le cercle proche doit quand même être digne de confiance. Il doit y avoir de la fiabilité. Il doit y avoir de la confiance. Je peux marcher sur des œufs avec le directeur d'usine que je vois 1 fois par semaine, avec le responsable maintenance que je vois tous les 3 jours. S'ils sont différents de moi, je vais me dire c'est pas grave. Tu sais, je suis pas H24 avec eux, je suis pas à 8 heures. Mais quel va être l'impact sur moi si je dois me maîtriser constamment avec quelqu'un que je fréquente constamment? C'est ça l'exception de ce terme dans cette phrase, ça veut dire ne pas être moi-même. Oui, c'est ça. Oui. Tu sais, malheureusement, dans le monde du travail, c'est rare les gens qui sont vraiment eux-mêmes. Ils font semblant de... J'ai vu tellement de réunions où les gens se taisaient. Mais ça se voit tellement. Mais on est de l'autre côté, on ne peut pas le dire. Mais leur non-verbal est trahi tellement. Mais tu le vois des fois, et je t'assure, tu le vois. Tu sais, c'est triste. Je veux dire des choses qui ne montent pas dans le corps humain. C'est des fois des prises de poids. C'est des kilos qui s'accumulent parce qu'on a accumulé tellement d'émotions et on a mangé ces émotions et c'est des kilos qui s'accumulent, c'est peut-être une anorexie, c'est peut-être le contraire, c'est peut-être qu'on perd du poids parce on perd l'appétit. Pourquoi on perd l'appétit? Parce qu'il y a quelque chose qui nous mange de l'intérieur dans cette relation humaine avec ce boss ou là, avec ces gens-là très proches avec qui on travaille tous les jours et avec qui on ne s'entend pas dans le fond. Alors peut-être qu'on ne les supporte pas, mais on a besoin. Plusieurs fois, on peut se poser la question, est-ce que je claque la porte ou pas? Il y a des gens qui se posent cette question, mais j'en ai besoin pour payer mes dettes, pour payer mes charges, pour payer... Ils se disent non, je peux pas. Ou là, avec le sentiment, est-ce que c'est bien de fuir? Il y a des gens aussi qui supportent plus que nécessaire, parce que tu dis, on n'a jamais fui face à la difficulté. Moi, je veux la difficulté vis-à-vis de leur famille. Oui, donc justement, quand on est trop responsable, quand on a ce sens de responsabilité qui est énorme, et Dieu sait que je vois des gens autour de moi qui sont hyper responsables, qui ont la notion de la responsabilité, etc. Alors des fois, justement, ils supportent des choses qu'on ne doit pas supporter.
qu'on n'est pas censé supporter. Parce que justement, la responsabilité... Tu sais, la vie, c'est tout le temps des arbitrages. Tout le temps, en permanence. Je défie n'importe qui qui me disent que ce n'est pas un arbitrage, allez, pas quasi permanent, mais peut-être des arbitrages le matin, des arbitrages l'après-midi et le soir. Entre cette valeur de responsabilité qui est très élevée chez moi et cette notion-là de respect qui est très élevée chez moi, laquelle va primer? Qu'est-ce que je fais? La responsabilité parce que je dois payer mes charges, mes dettes, gagner ma vie, avoir un salaire parce qu'on compte sur moi. Qu'est-ce qui serait le plus dur? C'est là où je te dis... Ce qui serait le plus dur, supporter un manque de respect ou bien supporter la dureté de la vie. Mais c'est là où je te dis attention à la dissonance cognitive. Parce que justement, quand je te disais ce matin, quand on porte trop de contradictions et qu'on essaie de réduire rationnellement les contradictions qu'on porte à l'intérieur de nous, c'est comme quand je dis, je vais prendre l'exemple des gens qui fument, on leur a dit fumez tue. Et tu vois que là, il y a des gens fumeurs il y a des gens qui n'ont jamais fumé, qui sont morts avant. Et il faut bien mourir de quelque chose. Ça, c'est un exemple de réduction de la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'ils se disent, oh ben non, en fait, tu vois, il y a tellement de pollution. Tu crois que la cigarette vraiment, tu vois, ils relativisent dès que la source potentielle de maladies pour l'âge, parce qu'ils essaient de sauver leur système nerveux, parce qu'ils ont la notion de plaisir ou d'addiction, ils râlent pas la notion de la peur d'une maladie potentielle future qui peut-être n'arrivera jamais. Et heureusement pour eux, j'espère que ça n'arrivera jamais pour beaucoup de gens qui fument. Mais comment on réduit la dissonance cognitive? C'est en se disant le risque est faible, la pollution de toute façon, tu sais, les antibiotiques, les machins, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Ouais, là, vous êtes en train d'augmenter votre risque, de mortalité ou de maladie. Et tu les vois dans une tentative de dire « Ah, mais tu penses que ça fait 20 ans, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans, regarde l'autre, il n'a jamais fumé et pourtant, il est bien plus malade que moi. » Et donc, c'est cet argumentaire intérieur qui les sauve. Et donc, dans bien des situations de la vie professionnelle ou de la vie privée, on fait ces arbitrages. Qui permettent d'adoucir ou de rendre moins douloureux les choix que nous faisons. On trouve l'argumentaire pour se convaincre qu'on a raison de faire les choix qu'on a fait, qu'on a raison de rester, qu'on a raison de partir, qu'on a raison d'être rentré dans le lard, qu'on a raison de s'être calmé. Et bien sûr, les gens respectent, les gens, il est élégant, il est classe, elle arrive à gérer ses émotions, elle ne montre jamais, etc. Oui, je comprends qu'on arrive à aimer, à respecter ces gens-là et on a envie de leur ressembler. Mais voilà, sachant s'il y a un prix à payer derrière, sachant s'ils s'entraînent à la boxe par ailleurs derrière aussi, s'ils font des cours de boxe quotidiens, s'ils vont courir, s'ils vont nager, parce que souvent, les gens qui sont aussi très calmes, d'apparence et très maîtrisés, sont souvent peut-être aussi des gens qui se déposent par ailleurs, qui compensent par ailleurs cette posture justement réfléchie. Peut-être qu'ils cassent des assiettes par ailleurs, peut-être qu'ils courent par ailleurs, peut-être qu'ils nagent par ailleurs, peut-être qu'ils se défoulent par ailleurs autrement, et parce qu'ils en ont besoin aussi pour équilibrer, créer un équilibre quelque part, parce qu'on est dans une série de déséquilibres et d'équilibres. On ne peut pas être toujours, quand tu vois la ligne comme ça qui est constante, c'est que tu es mort, c'est que tu es fini, on n'en parle plus. Tu vois, la vie, c'est comme les battements du rythme cardiaque. Ça monte, ça descend. Oui, mais il n'est pas interdit d'espérer de mener une vie plus harmonieuse. Oui, c'est un objectif qui n'est pas nécessairement commun. On peut avoir différents objectifs dans la vie. C'est un objectif mais c'est un objectif qui est humain et il est normal de vouloir tendre vers le calme intérieur, vers la sérénité, vers plus de régulation de ses émotions. Et il est normal aussi d'être bienveillant envers soi-même lorsque c'est pas le cas. Et il est normal de chercher les outils qui nous aident à plus de régulation d'émotions, comme la respiration, la méditation, plein d'autres choses. Ça, on va venir parce que on a passé une bonne heure à dire qu'il y avait une façon négative de se maîtriser quand c'est à son détriment. Mais il y a toujours aussi une façon lumineuse d'essayer de se maîtriser. C'est de faire de la prévention. Ou aussi de se rendre plus insensible à certaines choses qui ne sont pas censées nous bousculer. Quand on revient, je reviens à la première image qu'on nous a donnée,
ce qui va déborder, c'est ce qu'on a cultivé en soi-même. Et ce qu'on a laissé trop longtemps, oui. Et il n'est pas interdit de cultiver de bonnes choses au détriment, en lieu et place de mauvaises qui, lorsqu'il y a des moments de secousse ou de tempête, sont amenées effectivement à sortir de soi. Tu sais, il y avait ce vieux sage qui discutait avec ses enfants et il disait très rapidement, il disait, papi, j'ai 2 loups à l'intérieur de moi. Oui. J'ai le loup blanc et le loup noir. Lequel va gagner? Et il lui disait, celui que tu vas nourrir, mon enfant, celui que tu vas nourrir souvent. Le loup blanc qui est censé incarner la pureté, l'innocence, peut-être les bonnes actions, les bonnes paroles, et le loup noir qui est censé incarner notre côté sombre, agressif, rancunier, colérique, etc. Oui, c'est sûr que plus on nourrit un circuit, même nerveux, plus on va le renforcer. Ah oui, et puis il va s'activer naturellement. Mais il suffit de voir les entraînements de... Oui, mais quelque entraînement que ce soit dans le monde du sport, certains mouvements ont été semblé difficiles et deviennent naturels au fur et à mesure qu'on est engagé dans les entraînements qu'on a décidés. Alors 11h21 minutes, on va profiter de la respiration musicale et on reprendra notre émission dans quelques instants. Et on reprend sur notre émission des experts avec notre invité Mme Mihlou qui est du Géocompétences Plus et qui est business coach. Alors quelquefois la programmation musicale est en écho avec la thématique du jour. Non mais on est gâtés. On est gâtés ce matin. Entre SIA, France-Gall, c'est vrai que c'est un peu loin, mais why not, hein, on a les Gypsy Kings, enfin, c'est magnifique. C'est vrai qu'il y a quelques échos, mais pour en venir au dernier chapitre, parce qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Toujours. Et essayer d'opter pour les choses positives pour soi-même, entre guillemets, mais y venir du bon côté. Et de ce point de vue, la maîtrise de soi-même, on en parlait au début d'émission, se confond quelquefois avec la nécessité qu'on peut observer dans la vie et l'impression qu'on peut avoir, entre guillemets, de subir. Mais j'allais te dire, il faut toujours faire le ménage à l'intérieur de soi avant de faire le ménage autour de soi. Oui, oui, on commence toujours par soi-même. Et vraiment, c'est ça. Et c'est important. C'est important pour ne pas se tromper de tactique ou d'action. Mais si on essaie de faire un chemin dans une direction, et si on essaie d'être plus maître de ses émotions, il y a des écoles. Bon, il y a de cela 2000 ans, les stoïciens prêcher certaines choses qui rentrent en écho par rapport à notre thématique du jour. Et on peut observer qu'on est entre guillemets plus volatile, plus réactif, et on peut essayer de l'être un peu moins. En fonction des circonstances, la vie peut se charger de nous l'enseigner. Mais soi-même, si on essaie, entre guillemets, de puiser des ressources, comment peut-on s'y prendre ? Oui, il y a des écoles et puis il y a des traditions, il y a un héritage culturel. Moi, j'ai entendu dire toute petite, et je l'ai testé à quelques reprises aussi, que dans la tradition musulmane, quand on sent la colère monter, il faut toujours avoir une bouteille d'eau à proximité et boire quelques gorgées d'eau avant de reprendre la parole. Ça, c'est intéressant. Cette tradition que l'eau éteint le feu. Et le feu, il est symbolisé par la colère. Et donc, il y a vraiment cet ancrage, en tout cas, ou cette tradition-là, dans la tradition musulmane, qui est très intéressante. Et quand elle est observée, alors, effet placebo, effet psychique, ou c'est comme toutes les croyances, elles se réalisent, il y a des prophéties autoréalisatrices, elles se réalisent quand on y croit. Et c'est vrai que c'est très intéressant, en tout cas, l'effet assez simple, assez immédiat de cette technique, si on peut l'appeler technique. Mais au-delà, évidemment, qu'il y a dans le fait de boire de l'eau quand on sent la colère monter, quand on tourne 7 fois sa langue avant de parler, c'est justement quand on prend le temps de différer une réaction par rapport à une émotion, il y a toujours un gain. On peut la différer de quelques secondes, quelques minutes, le temps justement de laisser au mental le temps de réfléchir à est-ce que c'est important, qu'est-ce que je vais dire, par quoi je vais commencer, qu'est-ce que je dois filtrer, qui est là autour de la table, est-ce que c'est nécessaire d'avoir cette réaction ou pas. Et donc là, je suis en train de temporiser ou de différer ma réaction. Et c'est très intéressant ce qui peut se passer parce qu'il y a des ajustements qui se passent dans cette période-là. Donc le silence,
silence, la respiration, boire de l'eau, et c'est dans ces temps-là que la langue tourne cette fois dans la bouche. Ça veut dire qu'elle n'est pas instantanée. En fait, il faut se méfier de l'instantanéité des réponses, quels que soient les contextes dans lesquels on est, parce que justement la maîtrise de soi est différente d'être réactif ou d'être instantané dans ses réponses. Personne n'est là avec un fusil ou un revolver sous la tempe à nous dire « allez, réponds tout de suite ». Non. On peut dire tout simplement, il y a une demande, quelque chose qui m'a heurté, ou il y a une demande qu'on me fait, je me sens pas très bien, je peux dire, écoutez, permettez-moi de revenir vers vous tout à l'heure ou demain sur ce sujet-là, parce que j'ai besoin encore de réfléchir avec mes équipes par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que vous me demandez, par rapport, ni plus ni moins, et temporiser. Et c'est vrai que j'allais te dire la méditation et le yoga, pour être des pratiques, on en a parlé dans d'autres émissions, ce sont des pratiques très intéressantes qui disciplinent l'esprit et le corps et l'émotion. Tout simplement parce que c'est ce qu'on disait dans la métaphore avant d'avoir cette pause musicale, où le papy dit à ses enfants, ses petits-enfants, qu'est-ce que tu nourris le plus? Quel est le loup qui va gagner? C'est le loup que tu nourris le plus. Donc en se donnant des moments de respiration, de méditation, de zen, de prière, etc. Plusieurs fois par jour, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de calmer son esprit. On est en train de renforcer dans son esprit que cette notion de calme, de zénitude, d'ancrage, de paix intérieure, de relaxation. Et quand on le fait, justement, on goûte à ça. Et quand on goûte à ça et on trouve du plaisir, on a envie de le cultiver. Et ce qu'on cultive se renforce. Donc si je renforce plusieurs fois par jour le fait de fermer les yeux, prendre une profonde inspiration, gonfler mon abdomen, relâcher mes épaules, dessiner un sourire sur mon visage et d'expirer, d'évacuer tout l'air qui est rentré, relâcher là aussi les tensions au niveau de mes épaules, décrisper ma mâchoire, le faire 10 ou 15 fois, qu'est-ce qui va se passer? Je vais goûter au bienfait de cette relaxation. Et pourquoi on doit le répéter 10, 15 fois, 20 fois? C'est justement pour goûter, pour que ça infuse à l'intérieur de son corps. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? On contrebalance, on compense déjà avant une réunion ou après une réunion qui aura été difficile, chaotique, tsunamique ou autre chose. On est là en train de se dire, allez, j'inspire profondément, j'expire profondément, je relâche mes épaules. Et donc il y a des méditations guidées, des méditations de pleine conscience qui sont magiques et magnifiques en ce sens. Et voilà, il suffit juste de fermer les yeux, écouter peut-être cet audio de méditation, écouter peut-être le bruit des vagues en vrai ou enregistré sur son téléphone, parce qu'il y a des sons, et le son de l'eau, que ce soit une fontaine qui est en train de ruisseler, ou le bruit des vagues, ou le chant des oiseaux, il y a des chants qui sont enregistrés, les chants de la nature, ou bien le bruit du vent qui fait crépiter quelques feuilles, etc., qui produisent en nous une fréquence assez intéressante de relaxation et qui vient justement, donc si on le goûte plusieurs fois par jour, justement on va cultiver une forme de régulation des émotions, et même la colère et la tristesse qui auraient pu être ici ou là bien enfouies, parce qu'en général ce sont des émotions quand on ne les déclare pas, des fois on ne s'en rend même pas compte qu'on est triste, et on est triste. Une situation professionnelle nous a rendu triste, une réaction d'un collègue nous a rendu triste, nous a frustrés, un mot de travers ou une non-reconnaissance du travail nous a rendu dépités, ou bien le départ d'un collègue qui a démissionné ou qui est parti ailleurs, on va être nostalgique. Donc il y a souvent différentes formes de tristesse qui sont enfouies sous le tapis et dont on ne se rend même pas compte. Et donc, quand la colère des fois prend le masque et sort, la personne nous dit qu'elle sort de ses gonds, elle s'éclate sur nous, elle s'est déversée sur nous, alors souvent la colère, c'est souvent à l'intérieur, c'est la tristesse qui prend un masque. C'est souvent la tristesse qui prend un masque dans la colère. C'est souvent l'angoisse aussi qui peut prendre un masque. Et donc, quand on fait ces méditations-là ou ces respirations-là, on invite à résoudre ces émotions
En fait, quand on va dans des mécanismes d'introspection, parce que ces rituels-là, que ce soit la méditation, la prière, la marche méditative, la marche en forêt ou en bord de mer, l'écoute d'une forme de musique ou d'une harmonie, ce sont des outils ou bien des techniques ou bien des stratégies qui nous aident à résoudre des problèmes intérieurs, qui nous aident à aller fouiller au fin fond de nous qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui n'a pas encore été digéré, accepté. C'est aussi l'expérience, entre guillemets, une expérience qui ancre quelque part. On n'a pas envie de dévier de cette trajectoire quand on la goûte. Quand on est sur un sillon qui est très agréable, on n'a pas envie d'être, tout simplement d'être en réaction aux appels parfois tumultueux, d'émotions parfois sombres. Et encore mieux, non seulement on fait le ménage à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on est en train de nettoyer des émotions qui se sont déposées ou des émotions négatives qui se sont déposées, on est en train de les nettoyer, les épurer et leur offrir une forme d'alchimie. C'est-à-dire qu'on les alchimise en autre chose. Peut-être qu'on peut pleurer lors d'une méditation. Et souvent, il y a des larmes qui coulent dans des méditations. Et ce sont des larmes de soulagement. Il y a quelque chose qu'on a sorti de notre corps, qu'on a sorti de notre mental, qui résistait peut-être pendant un long moment, mais qui ne résiste plus. Et en fait, ce qui résiste, c'est ce qui se contracte dans le corps. Et ce qui se libère, c'est que ça libère des tensions dans le corps. Donc la personne est plus disponible. Pourquoi c'est intéressant de créer de l'espace ou de faire de l'espace à l'intérieur de soi? Parce qu'on réagit mieux. Quand on a un espace trop étriqué ou trop étroit, ou bien quand on a une coupe qui est trop pleine, parce qu'on ne fait pas assez le nettoyage intérieur, on ne la vide pas souvent. Notre coupe doit être vidée tous les jours. Pourquoi on parle de méditation quotidienne et de prière quotidienne et de marche quotidienne? Parce qu'on vide notre coupe. On a besoin de vider notre coupe quotidiennement pour que le lendemain, s'il y a des événements ou des choses qui viennent nous chercher au fin fond de nous, ils ne trouvent pas. L'espace est déjà là pour qu'elles s'y déposent, pour qu'on les accueille. Mais si l'espace n'est pas là, si j'en ai trop, si ça fait hit, si je suis fatiguée, si je suis épuisée, il n'y a plus d'espace pour accueillir des nouvelles choses. Après, effectivement, on est des réceptacles singuliers. Et ce qui rentre en résonance avec soi-même négativement nous concerne parfois en premier lieu. C'est moins la conséquence des actions d'autrui que parfois la conséquence de certaines blessures, de certaines fragilités, d'une certaine susceptibilité dont on ne s'est pas débarrassé. Effectivement, et moi je regarde les gens ou les jeunes et j'adore ces rituels qui se sont faits, qui des fois déjeunent, des fois en réunion, qui déjeunent pendant 15 minutes ou 20 minutes et qui vont marcher entre midi et deux, des fois quand ils sont dans des champs ou dans des espaces qui vont faire le tour de leur immeuble, de leur travail, etc. Pourquoi ils le font entre midi et deux? D'abord, ils ont raison, parce qu'il y a un peu de soleil, on a la chance de vivre aussi dans un pays où il y a un beau soleil toute l'année, et ils sortent de leur espace étroit, donc ils vont aller chercher l'espace, ils marchent pour digérer peut-être des réunions, des choses qui se sont passées le matin, donc ils libèrent par là même des tensions, ils ouvrent leur esprit à des nouvelles perspectives. Et donc marcher comme ça pendant 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, dans l'air pur, dans l'espace, avec un petit bain de soleil pour doper sa vitamine D, etc., en écoutant de la musique ou pas. Des fois peut-être qu'ils écoutent même des audios de réunion où ils sont invités, mais où ils ne doivent pas intervenir. Donc en même temps, ils sont connectés peut-être au travail, mais en même temps, ils s'autorisent le mouvement, et dans le mouvement, il se passe quelque chose d'intéressant. Dans le fait de libérer l'espace. Parce que, en fait, plus tu es dans la libération de quelque chose, plus tu as cette capacité de doper ta maîtrise de soi. On se retrouve après la respiration musicale et on va entamer notre dernière partie d'émission. Ceux qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas, c'est toujours au 05 92 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité, Mouline Nahlou, qui est business coach et qui est DG de Compétences Plus. Alors, on arrive au terme de notre émission. On parle de la maîtrise de soi pour ceux qui se joindraient en ces dernières minutes. Alors, il y a effectivement un contexte qui permet d'avoir un peu plus d'apaisement, un peu plus de maîtrise. Mais dans le chemin qu'on fait tous, des fois la vie peut se charger de nous enseigner, entre guillemets,
l'intérêt qu'on a à garder une forme de maîtrise, c'est-à-dire à ne pas aller dans la réaction lorsque elle a envie de s'exprimer avec un certain excès. Et simplement, il y a quelque chose qui réagit en nous, qui a envie parfois de réagir fortement, et qu'il s'agit de mettre à distance pour son propre intérêt, même l'intérêt médiocre. Il y a aussi la volonté qu'on peut avoir de se préserver des réactions qui font sortir de soi effectivement un aspect qu'on n'a pas envie de cultiver. Bien sûr, mais pourquoi cette question est importante et en même temps aussi complexe que ça? Parce que nous sommes aussi des êtres instinctifs, nous sommes des êtres qui sont câblés pour la survie, nous sommes des êtres aussi territoriaux, nous adorons cette notion de défense de territoire, c'est presque instinctif, c'est peut-être, nous sommes des êtres sanguins. À l'agression, on a envie de réagir par l'agression. Et nous sommes... C'est ça, et ça c'est limite, c'est un héritage pas que culturel, c'est inscrit dans nos gènes, dans notre ADN. Donc quelque part, dans les sociétés qui sont dites civilisées, on parle de maîtrise de soi, etc., parce qu'il ne faut pas, attention, etc. Mais de temps en temps, tu sais, j'entendais dans les recherches neuroscientifiques, tu as notre cerveau limbique, tu as notre néocortex qui fait qu'on réfléchit. Tu as le reptilien. Et le reptilien, des fois, il est taquin. Le reptilien, mais heureusement qu'il est là parce que pour la survie. Pour la survie. Nous, on va essayer de rester maître des horloges. Il est 11h58, on va se quitter. Je te remercie, Emilie Mihlou, pour cette émission. On va se retrouver, bien entendu, demain pour d'autres thématiques des experts. Les retours aux informations nous sont présentés par Kamel Rsal. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.